Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, quelques semaines après avoir vu en salle son Juré numéro 2, je reprends ma rétrospective passée du cinéma de Clint Eastwood. Il y a quelques mois, il était question de Jugé coupable, sorti fin années 90. Et bien ici, on entre dans les années 2000, pile l'an 2000 d'ailleurs, pour Space Cowboys, le début d'une décennie assez fructueuse pour le réalisateur-acteur, qui d'ailleurs ici, il tient le rôle principal, en plus derrière la caméra, comme ça a été souvent le cas dans sa carrière. Alors, c'était pas évident de base, puisqu'ils avaient prévu Warren Beatty, par exemple, mais vu le sujet principal de cette œuvre, c'était logique qu'on le retrouve dans la peau du protagoniste majeur. Il aurait pu avoir Jack Nicholson ou Sean Connery à ses côtés, ça aurait été assez intéressant à voir, mais finalement, on se retrouve avec Tommy Lee Jones, le regretté Donald Sutherland, qui lui nous a quittés il y a quelques mois, et James Garner, qui n'est plus là depuis un peu plus de 10 ans. Donc la vieille garde d'Hollywood, certes, mais encore quelques acteurs en activité à l'époque. Je pense pas qu'il en ait sorti un de sa retraite, hein, certainement pas même. Bien que Garner, peut-être, était moins sur le devant de l'affiche depuis quelques décennies. Pour les personnes qui vont rester les pieds sur terre, vous l'avez compris, hein, on va aller dans l'espace pour ces 4 hommes. Nous avons James Cromwell, ah oui, que j'aime beaucoup, hein, Babe évidemment, mais pas que, qui interprète le directeur de la NASA. Il y a également un Marsha Gray Harden, littéralement le seul personnage féminin d'importance ici, qui va avoir une romance évidemment avec Henry Cavill. C'est un peu cliché quand même, hein, mais il y a des choses clichés sur lesquelles je vais revenir. Nous avons aussi William Devane, acteur de série notamment, mais pas que. L'histoire est assez simple et très eastwoodienne, hein, même si c'est pas lui qui est au scénario. Il a quand même récupéré le projet avec envie. Voilà, ça lui tenait à cœur, ça se sent. On va suivre 4 anciens pilotes d'avion expérimentaux, enfin en gros, fer de lance de cette idée américaine d'exploration et de dépasser les limites à la fin des années 50, avant la création de la NASA, notamment deux d'entre eux, hein, Frank et Hawk, Clint Eastwood et Tommy Lee Jones pour leur version âgée, qui se prenaient un peu la tête et qui étaient un peu les cow-boys, qui faisaient un peu n'importe quoi, mais en tout cas, ils testaient des trucs. Mais comme ils étaient peut-être pas fiables aux yeux de certaines personnes, leur directeur de l'époque va leur planter un couteau dans le dos, en devenant responsable de la NASA nouvellement créée, et ne va pas compter sur eux pour les premiers tests de vols spatiaux. Non, ils vont choisir des chimpanzés à la place. C'est peut-être plus rentable, au moins risqué, bref. Ce qui est certain, c'est que Frank va garder ça en travers de la gorge, parce que c'était son rêve, hein, d'aller dans l'espace ou sur la Lune, hein, voilà, aussi pareil hein, pour le personnage de Hawk. Et ils vont potentiellement sortir du circuit ou être reclassés autrement. Mais 40 ans après, un peu plus, on va avoir besoin d'eux, à nouveau. Et ce même directeur de la NASA, qui n'a pas bougé, qui est là depuis toujours, hein, va faire appel notamment à Frank, d'abord en priorité, parce que nous avons un souci dans l'espace. Un vieux satellite de communication soviétique, tiens, on va dire vestige de la guerre froide, qui se retrouve en orbite et en menace de s'écraser sur la Terre. Sauf que au sein de celui-ci se trouve un module de commande qui a été conçu par Frank, le personnage de Eastwood. Donc il n'y a que lui qui peut vraiment empêcher enfin en gros, aller récupérer le satellite pour éviter qu'il s'écrase et qu'il crée des dégâts. Donc on rappelle Frank, pour le faire aller dans l'espace peut-être, ou travailler en étroite collaboration sur le projet, avec des jeunes astronautes qui pourraient prendre leur place, mais attendez, Frank, au début, il n'a pas envie, hein, mais il se dit, c'est peut-être là ma chance, notre chance, d'enfin réaliser notre rêve et de voir l'espace, parce que on le mérite. C'était nous qui étions prévus à la base, probablement. Mais attention, une seule condition, il veut réunir la team Daedalus, hein, c'est le nom, donc qui réunit les 4. Et ça, bon, il va se faire respecter, hein. Et oui, alors évidemment, les 4 vétérans, qui ont en gros 70 ans, tous à peu près, hein, plus ou moins, vont passer tous les tests prévus, et c'est très drôle parce que ça gruge un peu, notamment sur la vision, mais bon, il suffit d'avoir une bonne mémoire, hein, le personnage de Donald Sutherland en mode taupe absolu, là, fait beaucoup marrer sur ce point, mais bon, passons, c'est censé être sérieux quand même, c'est une mission capitale et grave, mais comic relief absolu, parce que c'est des vieux qu'on remet en selle et on casse les stéréotypes des jeunes autour. C'est un film qui est intéressant sur ce sujet. Et donc, est-ce qu'ils vont être trahis ou pas? Est-ce qu'ils vont quand même aller dans l'espace? Forcément qu'ils vont y aller, sinon il n'y a pas de film. Parce que, coup de com' absolu, même le vice-président lui-même, popularité de ces héros d'antan, l'Amérique a besoin de ces vieux héros, ça c'est très eastwoodien, hein. Donc oui, ils vont y aller dans l'espace, avec les jeunes peut-être quand même, pour équilibrer la balance au cas où.
Et est-ce qu'ils vont arriver à régler le problème du satellite? Bon, ça c'est vers la fin, j'en dirai pas grand chose, je vais pas faire de zone spoiler, mais vous pouvez vous attendre à quelques poncifs du cinéma américain de ce genre-là. C'est marrant parce que c'est sorti 2 ans, il me semble, après Armageddon. Alors c'est pas le même style, pas la fin du monde en jeu, mais voilà, on va appeler des gens qui ne sont pas censés ou plus censés aller dans l'espace pour sauver les choses. Donc les héros populaires et traditionnels de l'Amérique, au-delà donc des technocratos, trucs qui, on va dire, séduisent moins la population. Donc on est dans cette idée-là, c'est assez à la mode fin années 90 et début 2000, et Eastwood évidemment s'en sert pour poncer un peu les institutions, ici la NASA, bien que, c'est quand même aussi le paradoxe d'une telle œuvre, il est travaillé en collaboration technique avec pas mal de scientifiques pour que ça ait l'air réaliste. Alors ça a l'air réaliste, ça ne l'est pas sur pas mal de points. Dès la première scène, là, en sorte de noir et blanc bleuté, là, d'avion là, qui tourne un peu n'importe comment, tu sens que c'est pas possible, ça, à la fin des années 50, pardon. Puis après, tout ce qui se passe dans l'espace, non, c'est moins travaillé sur l'aspect purement réalisto-réaliste que Gravity, par exemple. Est-ce bien grave? Non, c'est du cinéma. Donc ça, à moins que vous soyez ultra à cheval là-dessus et hyper scientifique, c'est pas mon cas, mais on voit des trucs qui sont pas possibles quand même. Notamment le travail sur le son, la gravité à certains moments, bon, et ben c'est pas grave, on fait abstraction, c'est pas du tout un souci, on s'en fiche en fait. Ce qui est sûr, c'est que Eastwood rentre il est dans ce cinéma-là, il y est toujours, il va faire d'autres films plus tard qui vont questionner l'héroïsme ordinaire qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Là, on est en plein dedans. Et il rappelle ici, donc, il se met dans la peau et il rappelle autour qu'il y a des gens qui ont été les pionniers de certaines choses, notamment un vrai pilote d'avion, je ne sais plus comment il s'appelle, alors je l'avais vu sur Wikipédia, oui, Chuck Yeager, c'est ça. Celui qui a été le premier à franchir le mur du son, bien, ces gens-là n'ont pas pu participer à la conquête spatiale alors que ça leur aurait été dû, normalement. Ils avaient des capacités et tout, mais on a préféré faire autre chose. Bon, donc c'est un hommage qui rend à ces gens-là, qui auraient pu réaliser leurs rêves, mais ont été mis sur la bande touche pour des raisons plus ou moins techniques, ou politiques. Enfin, au sens large, politique et tout. Donc là, hop, il réalise ce fantasme-là, et à travers ces personnages, tiens, envoyer des gens qui ont plus de 60 ans, 70 ans dans l'espace, ça paraissait fou. Mais ça avait été fait, en vrai. Peu de temps avant d'ailleurs, avec celui qui est devenu sénateur, mais ancien astronaute, il me semble, ou en tout cas voilà, John Glenn, qui avait été envoyé dans l'espace, il y avait plus de 70 ans, largement. Donc, il y a aussi cette idée-là. Pourquoi pas, après tout? Et évidemment, on teste la camaraderie, c'est Eastwoodien aussi un peu. Space Cowboys, on va jouer sur une force du western, mais il n'y a pas vraiment de scène de western, si ce n'est vite fait quand on va récupérer Hawk. Une scène de rivalité où on va se mettre des bourre-pifs dans un bar, mais c'est juste pour renforcer la virilité, quoi. Bon, voilà, c'est très américain. Mais c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin sur l'allégorie westernienne des choses. Non, après, on va surtout aller ailleurs, quoi. Et en fait, le film est bien. Il est très bien, même dans sa première partie. En soi, si on le prend dans une sorte de comédie décalée qui tourne un peu en dérision les choses et qui questionne donc sur le rapport à l'âge. Ça, c'est intéressant. Eastwood, conscient à l'époque, qui commençait à se faire vieux. Oui. Mais dans la dernière partie, le film a un autre ton, bien plus dramatique, où on sort complètement du comic relief. Et cette injection de la tragédie ou de l'héroïsme à l'américaine absolue, c'est pas que ça fait tâche, c'est que ça rend le métrage beaucoup moins intéressant, beaucoup plus académique. Et ouais, alors on est vraiment dans le patriotisme potentiellement, voilà, l'héroïsme absolu. Je parlais d'Armageddon, il y a un truc qui se passe qui va rappeler Armageddon. Et ça va trop loin, enfin, c'est pas qu'on n'y croit pas, non, c'est du cinéma à l'américaine, et avec l'héroïsme qui va avec. Mais du coup, vu la première partie où il y avait une sorte de vent de fraîcheur tout en rappelant les vieilles gardes, c'est ça qui est intéressant, on perd en intérêt vers la fin, surtout que ça a été mieux fait autrement, et ailleurs, et avant et après, notamment sur ces représentations spatiales, etc. Je trouve qu'on ne va pas assez loin aussi dans potentiellement l'opposition ou l'union entre les deux générations. Ça traîne un petit peu, il y a une idée voilà, aussi où on veut réinjecter donc, cette guerre froide qui n'est plus là. C'est intéressant quand Frank se rend compte qu'il y a un satellite russe, lui, ça le choque, il en était resté un peu là. Lui, la chute du rideau de fer, etc., bon, peu importe, quoi.
Mais quand on remet cela quand même au centre des débats, sur une sorte de twist scénaristique, afin pour expliquer que le danger est un peu plus prenant que prévu, bon, ça, non, ça fait un peu tâche au début des années 2000. Enfin, c'était pas nécessaire, en fait, dans l'injection globale, même de l'idée héroïque de fin, quand on y pense. Donc je ne sais pas. Voilà, là on est plus. C'est un peu les réminiscences d'un Firefox, qui fait que le film, même à l'époque, commençait à être un peu daté, déjà, d'une certaine manière, sur certaines approches. Aujourd'hui, ça paraît anecdotique, c'est pas bien grave non plus. Finalement, voilà, toute la dernière partie, oui, tu peux être touché, mais bon, c'est tellement écrit avec des grosses pattes, dès une révélation avant, sur un des personnages qui fait que, oh là là, on sait que, de toute façon, on enlève même des enjeux dès qu'on a une révélation comme ça, qui appelle de toute façon à la nécessité potentielle d'un sacrifice sans qu'il y ait vraiment de conséquences autres que c'est ton destin. Voilà. Bon, ouais, bof. Mais ça a le mérite d'être assumé et abouti dans ce que ça propose jusqu'au bout, au final. C'est plutôt bien géré, quoi. Eastwood sait faire. Alors, c'est pas son film le plus intéressant niveau réel pur, en soi. Enfin, peut-être dans la première partie, il y a des trucs intéressants. Des petits points à la fin qui en disent long, quand il y a une sorte d'hypocrisie du chef de la NASA, alors qu'avant, il n'était pas trop chaud. Mais bon, devant les médias, devant le public, on fait impression, quoi. Il y a un petit plan qui en dit long, son personnage de William Devane et celui de Harden, là. Bon. Et alors, la toute fin confère au fantasme absolu. Bon, hein, Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Alors, oubliez toute forme de réalisme, pourquoi pas. On essaye quand même de rêver, même si c'est dur comme finalité. Allez. Bref, Space Cowboys, oui, non, c'est pas forcément le film le plus indispensable de la filmographie de Clint Eastwood, bien qu'elle s'inscrive parfaitement dans son idée de cinéma, avec lui-même d'ailleurs, là, qui rentre dans une autre idée. Bon, remarquez dans Jugé coupable aussi, enfin, il commence là vraiment à assumer d'avoir presque 70 ans à l'époque, hein. Et c'est plutôt passionnant sur ce point. Voilà. Bon, après, il y aura quand même mieux, hein, même dans cette décennie, et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Space Cowboy, ça se voit ou ça se revoit avec plaisir. C'est une découverte, hein, pour ma part, parce que je pense pas l'avoir vu sur Canal+ à l'époque. J'avais vu des bandes annonces, peut-être des extraits, mais je n'ai jamais eu envie de le voir. Enfin, du moins complètement. Voilà, c'est fait. Et à vous maintenant la parole dans les commentaires. Est-ce que vous l'aimez, ce Space Cowboys? Bien évidemment, vous avez le droit d'apprécier plus que moi, largement même, hein. Ça sera un plaisir de vous lire positivement sur ce film. Mais si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas également, hein. Tant que le débat et l'échange restent ouverts, moi, tout me va. Allez, à la prochaine. Ciao.